je voudrais m'excuser d'avance si mon intervention comporte quelques longueurs. Compte tenu du retard qui a été pris, certains problèmes ont été discutés et solutionnés avant que je puisse intervenir dans mon allocution générale. Monsieur le Président, honorables délégués, les solutions aux nombreuses préoccupations qui sont celles des États d'Afrique en voie de développement, appréciées à partir du rythme actuel des progrès scientifiques et techniques, ne laissent espérer aucune amélioration sensible avant très longtemps. Alors que, depuis longtemps déjà, nous avons constaté qu'une claire conscience de nos problèmes existait à tous les niveaux dans le monde entier, les différentes manifestations de solidarité internationale ont tout juste permis, à l'heure actuelle, de ne pas aggraver la situation. La très bonne qualité des études faites à ce jour, de même que la décennie du développement, la campagne mondiale contre la faim, la campagne alimentaire mondiale, la conférence mondiale pour le commerce et le développement, etc., n'ont fait et ne feront davantage que tracer et élargir les voies des solutions attendues. La grande difficulté existe et demeurera toujours en ce qui concerne les moyens de résoudre ces problèmes. L'intervention de l'honorable délégué du Congo-Brazzaville a brillamment illustré l'état de la conjoncture dans ce pays. Ceci, à peu de choses près, pourrait aussi bien s'appliquer à la presque totalité des États d'Afrique. Les plans de développement économique et social, élaborés ou en voie d'élaboration par les jeunes États nouvellement indépendants, ne prouvent-ils pas qu'en attendant que cette solidarité internationale se concrétise suffisamment, les États intéressés se souciaient avant tout de recourir aux possibilités internes d'abord et de les épuiser. Malheureusement, il se trouve que ces possibilités sont limitées par l'insuffisance des moyens d'exploitation et en particulier le domaine agricole où existe l'essentiel de nos ressources est constamment perturbé par les fluctuations généralement voulues en dehors de nos pays. Le dernier rapport de la FAO à sa 39e session ne disait-il pas en effet que l'un des principaux obstacles qui s'opposent au développement est constitué par la baisse persistante des prix des exportations agricoles qui fournissent à la plupart des pays peu développés la majeure partie de leurs recettes en devises. Les chiffres que cite ce rapport sont à eux seuls suffisants pour expliquer la situation pour le moins difficile des États africains. En 1961, le niveau moyen des prix des exportations agricoles a fléchi de 4%, ce qui a eu pour effet d'annuler purement et simplement le montant total des recettes d'exportation d'un accroissement de 4% du volume du commerce. En même temps, les prix des biens manufacturés exportés augmentaient de 2%. Ce phénomène marque la poursuite d'une tendance visible depuis la fin du boom de la guerre de Corée et en conséquence, les termes de l'échange des exportations agricoles ont été en 1961 inférieurs d'un quart à leur niveau de 1952-53. Comme on le constate, le tableau n'est guère réjouissant. Et comme pour mieux noircir ce tableau, il nous est rappelé qu'aucun espoir d'amélioration à brève échéance des termes de l'échange n'est permis pour le temps correspondant à la période étudiée. La brillante synthèse de la situation économique de M. Philippe Dessen nous a donné une vision claire des phénomènes qui constituent la préoccupation de tous ceux qui s'attachent à nous aider dans la solution de nos problèmes. Mais, Monsieur le Président et honorables délégués, si le monde convenait d'un système de compensation multilatéral visant à stabiliser les recettes d'exportation des pays producteurs de matières premières, il sera toujours difficile à ces pays de se voir garantir un flux plus régulier des recettes en devises si les moyens techniques d'accroître la productivité et la production ne leur étaient pas facilités en même temps. Toute cette dramatique situation résulte de l'exploitation systématique de nos pays par l'occupant étranger dans le cadre d'une politique d'où était
exclut toute prise en considération de l'intérêt et de l'avenir des populations africaines. Les investissements effectués l'étaient dans le seul souci que personne n'ignore. Et s'il pouvait être prévu que les années 1950 seraient aussi sombres pour le système colonial, les problèmes seraient beaucoup plus simples à notre avis, car nous n'aurions pas à lutter aujourd'hui pour détruire une structure économique inadéquate et contre un état d'esprit forgé pour annihiler toute personnalité chez l'Africain. Aucune exception ne peut exclure cette vérité, et si chaque fois nous sommes amenés à faire allusion au système colonial, c'est qu'à l'examen de chacun de nos problèmes, on le retrouve au fond du mal qui nous ronge. Les pays africains ne peuvent pas s'arrêter à l'établissement d'un relevé de leurs difficultés. Nos responsables et tous les pays du monde sont intéressés à la rupture sans retard du cercle vicieux du sous-développement. Les voies peuvent différer, les moyens aussi, mais l'objectif demeure le même en définitive, l'amélioration des conditions de vie dans toute l'acception du terme de nos populations. Chaque pays, chaque gouvernement est obligé d'agir compte tenu de ses réalités locales. La voie du socialisme, fondée sur les réalités locales et l'engagement sans réserve des masses, nous a paru, quant à nous, au Mali, le chemin le plus rapide pour sortir de ces ténèbres et donner à la très grande majorité de nos populations le bien-être auquel elles ont le droit de prétendre. C'est l'unique raison de l'option de notre peuple au congrès historique du 22 septembre 1960. À l'occasion de la dernière conférence sur les voies africaines du socialisme, le délégué du Mali a précisé que nous considérons comme préalable absolu au développement la liquidation des structures coloniales et féodales afin que les hommes, tous les hommes, libérés des interdits, des peurs, des protecteurs stérilisants, perçoivent l'indépendance comme une réalité annonçant l'heure de la responsabilité totale et non celle de la facilité. Parmi les moyens dont nous disposons pour cette entreprise de création, d'éducation, de démystification, l'organisation politique nous a paru être le plus sûr et le plus efficace. C'est également la raison du parti unique dans mon pays. En effet, l'organisation politique a été le creuset dans lequel se sont retrouvés les paysans et l'homme des villes. Elle a tiré le premier de son isolement, guéri le second de son mépris pour la brousse et réalisé pratiquement cette unité nationale d'où notre organisation tire sa force. Ainsi, le fossé qui existait entre la ville et la campagne a été comblé et les diverses couches de la population ont été unies en un seul courant, orientés vers les mêmes objectifs politiques, économiques et sociaux. En partant de cette réalité, nous avons estimé que dans la marche vers le développement économique et social, la modernisation agricole, dans une première phase, devait nécessairement précéder l'industrialisation. L'industrialisation elle-même doit obéir au principe de la valorisation première des produits agricoles, comme elle doit être orientée non plus vers la recherche des profits destinés à des fins égoïstes, mais surtout vers l'accumulation interne en vue d'un développement harmonieusement accéléré. L'industrialisation, basée sur la consommation dans la liberté d'exportation des profits, est illusoire et mortelle pour nos économies. Petite industrie, moyenne industrie, réalisant la valorisation des produits agricoles, en obéissant au principe de l'accumulation dans le cadre des impératifs d'un autofinancement, telle est la voie qui nous a paru la plus juste pour la période actuelle. Dès lors, les bases techniques de notre planification ont trouvé une assise solide et nous ont permis de nous attaquer à la réalisation de nos options définies par notre congrès du 22 septembre 1960. Dans notre politique de décolonisation économique, des structures nationales nouvelles ont été mises en place. Création de sociétés d'État dans la plupart des secteurs de l'activité économique, notamment dans le commerce extérieur et le gros commerce, les transports, la recherche minière et pétrolière, l'organisation du crédit et de la banque. Actuellement, une trentaine de sociétés d'État et entreprises d'État organisent et orientent l'activité économique du Mali. Le caractère impératif de notre plan nous a conduit à adopter les moyens suivants. Centralisation de tous les fonds d'origine locale ou extérieure
dans un seul compte public intitulé budget d'équipement, couvrant tous les investissements non directement productifs des administrations centrales et locales, et d'autre part, tous les investissements productifs orientés vers les sociétés et entreprises d'État. Deuxièmement, l'orientation du secteur privé par différents contrôles classiques ainsi que la réorganisation sous forme d'associations des entreprises privées des nationaux maliens, tandis que pour les entreprises étrangères, un système de convention par lequel l'entreprise étrangère qui désire réexporter ses bénéfices passe un contrat avec l'État qui organise en conséquence son programme d'investissement et de production conformément au plan. Troisièmement, la gestion de tous les fonds publics par une banque unique comportant diverses branches d'activité et servant en même temps d'institut de mission, la Banque de la République du Mali. Le social, quant à lui, est pour nous conquête du développement économique. L'école, est-il besoin de le dire, doit être liée à la production. Autrement dit, il faut que l'enseignement puisse éliminer de l'esprit de notre jeunesse le mépris de la terre, du travail manuel et technique qui y était développé par les régimes coloniaux. Et juste ce qu'il faut pour obéir mécaniquement. Il faut que la santé revête dans nos campagnes une forme de lutte massive contre les grandes endémies qui diminuent la productivité et tuent le capital humain. Enfin, le patrimoine culturel doit être réhabilité afin que l'homme de chez nous puisse comprendre que le passé de ses pères a laissé des valeurs qui ont leur place dans la tour des valeurs universelles. De telles actions, un tel programme qui demande sacrifice et dévouement, exige, faut-il le dire, l'adhésion de ceux qui en sont les bénéficiaires. C'est pour cela que le premier souci de mon parti et de mon gouvernement a été et demeure la mobilisation constante des masses grâce à une action politique sans relâche. Et récemment encore, notre secrétaire général, le président Modibo Keïta, annonçant la création de l'école des cadres du parti, mettait l'accent sur cette nécessité première, condition sine qua non de la réussite de toute entreprise vraiment nationale et de quelque envergure. C'est également sur ce point qu'à Dakar, le délégué du Mali au colloque sur les voies africaines du socialisme a mis l'accent sans équivoque. Il faut définir clairement l'indépendance et la dépouiller de tous ses parements philosophiques et démagogiques afin de la faire saisir dans sa simplicité nue et éloquente aux paysans, à l'éleveur, aux commerçants, aux fonctionnaires et aux salariés des villes et des campagnes, à toutes les couches de la population afin que chacun sache le rôle précis qu'il a à jouer, la responsabilité précise qu'il a à assumer, ainsi que les conséquences, et pour lui et pour l'ensemble de la nation, de toute défaillance de sa part. Il faut faire de nos compatriotes des citoyens libérés des complexes, mais conscients de leurs obligations et devoirs. Il faut en un mot créer une volonté nationale de prendre place dans le concert des nations en vue d'y jouer un rôle digne de l'homme et de la coopération internationale sur tous les plans, sans haine et sans récrimination, sans égoïsme et sans calcul sordide. L'échelon de cette conscience nouvelle en République du Mali, grâce à l'action de notre parti, l'Union soudanaise RDA, sous la conduite de son guide, le président Modibo Keïta, nous a permis, depuis l'élaboration de notre premier plan, des réalisations appréciables. Nous avons expliqué aux masses la nécessité des écoles, des dispensaires, des maternités, l'intérêt des routes, des ponts, des bâtiments pour certaines administrations, bureaux de poste pour l'acheminement du courrier, bureau de l'administrateur pour l'état civil, le paiement des impôts. Nous avons expliqué également l'insuffisance des moyens financiers de l'État pour satisfaire tous les besoins avant de nombreuses années. Monsieur le Président, honorables délégués, la réponse ne s'est pas fait longtemps attendre. Dans chaque village, les populations se sont mobilisées pour construire leurs écoles, leurs dispensaires, pour relier entre eux les villages eux-mêmes. Le courant était tel que nous avons été amenés à canaliser l'enthousiasme des populations car nous n'avions ni suffisamment de maîtres pour toutes les classes nouvelles, ni suffisamment d'infirmiers et médecins pour les nouveaux dispensaires. Je ne voulais nullement abuser de votre temps si précieux, Monsieur le Président, ni de l'attention
des honorables délégués. Mais si j'ai insisté sur les résultats obtenus au Mali sur le plan économique et social, grâce au parti unique et à la mobilisation des masses, c'est que je pense sincèrement que c'est ici le lieu et l'occasion d'échanger nos expériences afin que chaque pays puisse tirer profit des réussites de l'autre et éviter les écueils qui sont nombreux sur notre chemin vers l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. Monsieur le Président et honorables délégués, le Mali serait heureux d'accueillir tous ceux qui voudraient aller voir sur place les expériences et les résultats dont j'ai fait état ci-dessus. Monsieur le Président et honorables délégués, la vérité, c'est que nous appartenons tous à un ensemble de pays ayant des traits communs. L'analphabétisme, la sous-alimentation, la sous-productivité, l'absence d'accumulation interne, l'insuffisance de cadres techniques. Tous ces traits se traduisent par un niveau de vie dérisoire. Nos dirigeants et nos responsables à tous les niveaux ont conscience de ces réalités et sont décidés à les bousculer afin de conduire leur peuple vers des lendemains meilleurs. Et c'est le lieu de saluer les initiatives qui ont conduit à la conférence des chefs d'État qui se tiendra au mois de mai 1963 à Addis Abeba, et ma délégation serait heureuse que notre commission proclame tout l'espoir qu'elle ressent à cette perspective en adressant aux chefs d'État un message de confiance et de solidarité. Ma délégation pense également que la conférence économique des pays en voie de développement qui s'est tenue au Caire en juillet 1962 et dont la déclaration générale vient d'être approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies devrait faire l'objet d'une manifestation de soutien de notre commission. Bien sûr, y a-t-il lieu de regretter les malentendus qui n'ont pas permis à l'ensemble des pays intéressés d'assister à cette rencontre. C'est que, initialement intitulée Conférence économique des pays non engagés, les organisateurs ont décidé, en face des graves problèmes qui se posaient à l'ensemble des pays sous-développés, de l'élargir et de la transformer en conférence économique des pays en voie de développement. Les très courts délais qui étaient alors impartis n'ont pas permis d'envoyer des invitations à tous les intéressés, de même que ceux qui en ont reçu ne disposaient plus de suffisamment de temps pour y participer efficacement. Toutefois, cette conférence qui a eu le mérite de réunir des pays en voie de développement de tous les continents a passé en revue et suggéré des solutions à l'ensemble des problèmes qui préoccupent notre commission. Et le fait que les conclusions auxquelles cette conférence est arrivée à l'unanimité de ses participants est significatif du peu de divergence qui existe entre nos pays en face des problèmes essentiels qui nous sont communs. Monsieur le Président, préludant à l'intervention que je ferai en son temps sur cette importante question, je voudrais dire combien ma délégation a été frappée par les réflexions formulées par M. Dessène dans la partie de son allocution concernant la Banque africaine de développement. Nul n'ignore en effet l'importance de cette question, pas plus que personne ne songerait à mettre en doute son utilité dans la solution de nos problèmes de développement. La création n'annule pas la complexité de cette création et ne cache pas les inconnus que comporterait sa mise en place et son fonctionnement. Nous avons beaucoup apprécié la qualité du travail accompli et tous les efforts fournis pour arriver aux résultats qui nous sont présentés. Mon propos a tout simplement pour but d'attirer l'attention du comité des 9 sur les idées de M. Dessène afin qu'il les ajoute aux documents d'information et d'appréciation qui seront fournis à la prochaine réunion de nos ministres des Affaires des Finances à Khartoum. Le comité des 6, chargé de l'élaboration des programmes et de l'implantation de l'Institut africain de développement et de planification économique, mérite également toutes nos félicitations pour le travail accompli. Il n'est nullement besoin de rappeler tous les espoirs que suscite cet institut dans nos différents pays. Le vœu que nous voulons cependant formuler est que toutes les dispositions puissent être rapidement prises afin que ce projet rentre dans les faits. Et ce qui inquiète ma délégation est la lenteur que met le fonds spécial, pour des raisons que j'ignore encore, pour étudier ces dossiers. Quelles que soient les explications que nous donnerons le représentant de cette institution et dont nous souhaitons intensément qu'il soit possible de revoir la question au cours d'une séance exceptionnelle
pour nous éviter d'attendre jusqu'en janvier 1963 en vue de la suite qui pourrait être donnée à notre dossier. Sur un autre plan, ma délégation partage le souci d'un certain nombre de délégations qui souhaitent un élargissement du comité de l'Institut qui serait porté de 6 à 9 membres. En tout cas, la position de ma délégation est claire sur le problème de l'Institut. Cet Institut répond à l'ardent désir de toutes nos jeunes nations parce que permettant de trouver une solution au très grave déficit de personnel qualifié dans l'important domaine des statistiques économiques, substrat de tout développement harmonieux. Je suis sûr que pour toutes ces raisons, la 5e session de notre commission acceptera la création de cet institut qui doit pouvoir fonctionner en cette année 1963. La participation financière qui est demandée aux États se justifie si l'on songe qu'il ne saurait y avoir d'institut africain sans la participation effective des États africains eux-mêmes. Enfin, le problème du cheptel, qui avait fait l'objet de la résolution 56 de notre 4e session, préoccupe toujours ma délégation. Cet élément important de notre économie est une source de revenus en devises considérable pour certains de nos pays. Et nous avons beaucoup regretté qu'il n'ait pas été possible de tenir la réunion des experts prévue dans la résolution précitée. Les conséquences de ce nouveau délai apporté à l'étude de cet important problème se traduiront probablement par le maintien d'une situation qui est à la base de l'insuffisance des recettes d'exportation des pays intéressés. Ce qui nous préoccupe par ailleurs dans ce problème, c'est que l'exploitation du cheptel en Afrique est un puissant moyen pour contribuer au renforcement des relations commerciales entre les pays africains. Et c'est là une possibilité à laquelle nous attachons tout naturellement une très grande importance. À cet égard, ma délégation propose que la Commission envisage une adjonction à sa résolution 56.4 d'un paragraphe C qui serait ainsi libellé d'étudier, parallèlement à la réunion des experts prévue en 1963 avec la collaboration de la FAO, ou à l'occasion de cette réunion, les possibilités de création d'un institut interafricain d'enseignement vétérinaire et de faire rapport à la Commission lors de sa 6e session. Je me réserve, Monsieur le Président, avec votre permission, d'intervenir en temps opportun dans la discussion qui s'établiront sur les importantes questions de la formation professionnelle et du problème des cadres, sur l'organisation des administrations publiques dont le rôle est primordial dans nos pays qui sont en train de mettre en place leurs structures administratives, sur l'importante question des statistiques et de la planification, etc. Je dois également insister sur la nécessité importante du développement du commerce intra-africain et dire combien ma délégation souhaiterait voir se réaliser dans les meilleurs délais la création des marchés communs africains, facteur d'unité et moyen sûr d'obtenir de meilleures conditions de coopération internationale et de stabilisation de prix de nos principales productions. Il faut encore dire que nous avons enregistré avec satisfaction les déclarations de l'honorable représentant de l'Union internationale de télécommunications sur la réalisation prochaine de liaisons téléphoniques et télégraphiques entre les pays africains. Il est urgent que la décolonisation se fasse également et très rapidement dans ce domaine. C'est pourquoi mon pays est membre de l'Union internationale de télécommunications et il est souhaitable que tous les pays africains comprennent et mesurent toute l'urgence à donner à la solution des liaisons directes entre États africains. Sur un autre plan, le même problème se pose dans le domaine des transports. Il est plus facile d'aller de Bamako à Paris que de Bamako à Niamey ou Khartoum. Nous devrions nous pencher sur ce problème avec encore plus d'attention, car de sa solution dépend aussi le développement des liens économiques, culturels et sociaux. Je remercie vivement Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies pour le message de foi qu'il a adressé à notre commission. Ma délégation a été sensible à l'engagement pour le retour très prochain à la tête de notre jeune commission de notre secrétaire exécutif. Nous sommes sûrs que les hautes qualités qui ont inspiré le choix de M. Gardiner et dont celui-ci a administré la preuve à l'occasion de la haute mission dont il avait la charge au Congo
apporteront à notre commission la nouvelle sève régénératrice dont elle a besoin en cette période cruciale pour la construction africaine. Je voudrais, avant de terminer, que vous me permettiez, Monsieur le Président, de dire encore une fois la satisfaction que ma délégation éprouve pour la possibilité qui lui a été donnée de pouvoir apprécier l'hospitalité congolaise, toute dans la tradition africaine, ainsi que les éminentes qualités de maîtrise et de patience dont fait preuve notre Président. Au peuple et au gouvernement congolais, j'exprime la gratitude de ma délégation. J'adresse mes chaleureuses félicitations à la Commission pour l'esprit d'unité et d'efficacité qui nous ont permis d'élire sans difficulté les membres de notre bureau et de trouver dans l'unanimité les solutions les plus justes à certains problèmes difficiles que nous avions à résoudre. Je me dois, au risque d'allonger mon intervention, de dire combien la République du Mali est fière d'avoir été et d'être aux côtés de tous ceux qui se sont battus et qui se battent pour conquérir leur indépendance. Nous avons accueilli avec joie et fierté le peuple frère d'Algérie dont le combat, il y a à peine un an, était le lieu de rencontre de tous les peuples épris de liberté. Le Tanganyika et l'Ouganda, dont nous avons déjà apprécié les hautes qualités et l'engagement sans réserve pour la liberté et la justice. L'île Maurice est aussi la bienvenue. Mais nous pensons, et nous en avons hâte, que comme le Kenya et la Gambie ou le Zanzibar, ces pays ont leur place pleine et entière dans notre commission. Si par la faute d'un mandat dont nous ne cesserons de dénoncer l'imperfection, voire l'iniquité, ces États se trouvent privés d'une partie de leurs droits, nous leur disons, et très franchement, que dans nos cœurs et dans notre esprit, ils sont déjà membres à part entière et nous les exhortons à se considérer comme tels. Aux pays frères qui manquent encore à l'appel, nous donnons l'assurance qu'ils n'attendront pas longtemps à la porte d'une maison qui est la leur. Le bail que certains pays européens ont pris sur eux, par l'artifice d'une grossière et inqualifiable fiction constitutionnelle, est arrivé à son terme de par la volonté inébranlable des peuples africains décidés à vivre en paix dans leur liberté retrouvée. Qu'il me soit permis enfin de dire combien j'ai été touché par toutes les manifestations de sympathie dont au nom de mon pays, j'ai été l'objet de la part de la quasi-unanimité des délégations. Je voudrais à mon tour leur dire, en toute simplicité, que si j'ai pu apporter quelques contributions à la bonne marche de cette commission, c'est fort de la politique constante de mon pays qui place l'indépendance et l'unité africaine en tête de ses options fondamentales. Monsieur le Président, honorables délégués, en proclamant ma conviction profonde à notre victoire finale dans la lutte implacable que l'ensemble des pays africains, avec l'aide désintéressée des pays amis, ont entreprise pour l'amélioration des conditions de vie de nos masses, je vous exhorte à renforcer encore davantage notre cohésion. Le cercle infernal du sous-développement ressemble étrangement à la danse de la mort. Un pas en avant, ta mère meurt. Un pas en arrière, ton père meurt. Si tu restes sur place, tu meurs toi-même. Que faire? Nombre de nos conseillers nous disent la même chose quand nous cherchons les solutions au sous-développement. Il faut beaucoup de bras pour accroître la production, mais la population mieux nourrie et mieux soignée s'accroît plus vite que la production. Que faire? Pour les gouvernements africains, une solution, une seule: rester auprès de leurs masses, renforcer leurs liens de tous ordres, avoir de l'audace et surtout avoir foi en l'Afrique et en son peuple. Un dernier mot enfin, Monsieur le Président, pour dire l'émotion de ma délégation devant le deuil cruel dont vient d'être frappé le peuple frère de Libye à la suite du dernier tremblement de terre de Barge. Le vœu de ma délégation, c'est que la Commission économique pour l'Afrique adresse au gouvernement et au peuple de Libye l'expression sincère de sa douloureuse sympathie pour le deuil qui frappe le peuple de Libye et par cela même tous les peuples africains. J'ai fini, Monsieur le Président.